Et qu'est-ce que tu espères pour la jeunesse palestinienne? Que tous les crimes cessent, évidemment. Ce qu'on peut espérer pour la jeunesse palestinienne et pour toutes les jeunesses du monde entier, c'est que cette jeunesse puisse vivre dignement. Alors Khadija, merci d'avoir répondu à l'invitation de Kaja Vibes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord qu'on reprenne vite fait ton parcours, donc tes études, ton parcours journalistique et ce qui t'a amené à exercer ce métier. Alors, je suis arrivée très tard dans le métier, à 26 ans. Euh, donc moi, je viens d'une cité à Toulouse qui s'appelle Ampalo. Donc j'ai vraiment grandi dans un quartier plutôt populaire où il n'y avait pas de journalistes. Dans ma famille, personne n'est journaliste. Et depuis petite, en fait, j'aspirais à faire ce métier. C'est un métier qui me faisait vraiment rêver. Mais il n'y avait pas de représentation de personnes en fait comme nous, issus des quartiers populaires qu'on pouvait voir facilement à la télévision. Et j'avais l'impression que c'était un métier qui était réservé uniquement aux élites bourgeoises, blanches. Donc c'était un rêve que j'ai toujours voulu réaliser, mais je ne savais pas comment arriver à ce métier-là. Et donc j'ai fait des études de commerce pour essayer de verrouiller une stabilité financière, verrouiller un avenir voilà, incertain. Et je suis arrivée dans le métier donc, à 26 ans et j'ai préparé les concours aux grandes écoles de journalisme. Il y en a 14 qui sont reconnus en France. Et donc l'aventure a commencé très très tard. L'aventure, elle a commencé très tard, mais elle a commencé d'une manière assez, on va dire, spectaculaire. Mais d'accord. Donc justement, tu as passé tes concours, donc tu n'as pas abandonné. Parce que je sais qu'il y a eu un petit souci de parcours où tu te disais les concours c'est trop compliqué, mais au final tu as eu quand même la motivation d'aller jusqu'au bout. Et après tu as eu ton diplôme, tu as finalisé les concours et tu as pris une décision. Alors, il faut savoir que oui, j'avais préparé seule les concours une année. C'était l'année où il y a eu le Covid, ou plutôt la Covid, comme on dit. Et donc, à 25 ans, 26, ouais, 25 ans, j'ai préparé les concours seule. Et à 26 ans, j'ai intégré la prépa qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias. Donc c'est une prépa qui permet aux boursiers et aux boursières de préparer les concours aux grandes écoles. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai réussi le concours d'une école que je rêvais de faire qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine. Et donc j'ai fait mes 2 années d'école en alternance à France Télévisions. Au service économie, dans les journaux. Donc j'ai commencé dans les journaux télévisés de France 2 et France 3. Et donc à la fin de cette alternance, j'ai décidé de partir du jour au lendemain. J'ai pris un billet aller sans retour. Vers quelle destination? Vers la Cisjordanie occupée. Et c'était une volonté lointaine ou c'était soudain? C'était une décision comme ça qui t'est tombée dessus? Parce que on est d'accord que cette décision, donc c'était en quelle année? Alors cette décision, elle est arrivée en 2023, donc je reprends. En septembre 2023, donc je termine mon alternance à France Télévisions et je prends un billet aller sans retour direction Yafo, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Tel Aviv. Il faut savoir que c'était la 3e fois que j'y allais. J'avais déjà été une semaine en juin 2023, 2 semaines en juillet 2023 où j'avais commencé un peu à observer, à tâter un peu le terrain. Et en septembre 2023, voilà, j'y suis retournée sans vraiment savoir ce que j'allais chercher, mais juste en me disant que j'allais continuer à observer et à faire des rencontres. Et je suis aussi beaucoup restée à Jérusalem à ce moment-là. Et j'ai intégré un groupe de potes, entre guillemets, des Palestiniens de Jérusalem-Est, où je les ai beaucoup suivis dans leur quotidien. Et voilà, toujours dans l'observation et à l'écoute aussi de cette population. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de ton expérience sur le terrain, pourquoi cette destination? C'est une question encore très très difficile à laquelle j'ai beaucoup du mal, de mal à répondre. Cette destination,
Je pense qu'on a tous grandi avec ce qui se passe en Palestine. On m'a toujours parlé du conflit, entre guillemets, conflit israélo-palestinien, même si moi, j'emploie pas ce mot. Je l'emploie plus aujourd'hui après avoir exercé sur le terrain. Mais j'avais envie de voir ce qui se passait là-bas parce que voilà, on en avait beaucoup entendu parler dès le plus jeune âge. On parlait beaucoup des Palestiniens qui mouraient. Tués, etc. Donc je voulais vraiment savoir comment ça se passait et j'avais aussi envie de découvrir par moi-même la société israélienne, ne pas rester uniquement dans des codes, des stéréotypes. J'avais envie de découvrir des gens, découvrir des univers et voir de moi-même ce qui se joue concrètement là-bas. Ok. Donc là, on est en septembre. Tu arrives là-bas, comment ça se passe? Donc septembre, donc c'est la 3e fois, je retrouve des amis que j'ai connus donc à Tel Aviv, à Jérusalem. La plupart, donc ce sont on appelle ça des Arabes israéliens aujourd'hui, mais ce sont des Palestiniens de 48. Donc des Palestiniens qui n'ont pas quitté, dont les ancêtres n'ont pas quitté leur foyer lors de la Nakba, la catastrophe en arabe, donc qui signifie l'expulsion de masse de plus de 800 000 Palestiniens de leur foyer sous la menace des armes sionistes. Et donc j'avais rencontré pas mal de monde et voilà, je suis retournée les voir et toujours dans l'observation. Voilà, je ne faisais pas encore du reportage, je ne travaillais pas concrètement sur des sujets journalistiques. Et ensuite, ouais, j'avais envie de continuer à observer. Puis je suis allée un petit peu aussi à Ramallah, donc là en Cisjordanie occupée. Mais je ne me sentais pas encore d'aller vers des villes où il se passait vraiment des choses très graves, à savoir des crimes que j'avais pu lire dans la presse. Dans des villes comme Jénine, qui est une ville très soumise aux incursions, aux attaques de l'armée israélienne. Donc il y avait des villes où pour l'instant je ne me sentais pas d'y aller parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas encore les épaules et parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai vraiment commencé petit à petit. J'ai commencé sur des terrains qui étaient, disons, plus accessibles à mon échelle à ce moment-là, à mon niveau. Ok. Et tu te retrouves là-bas dans un climat plutôt compliqué. Tu commences ta carrière de journaliste en soi. Tu es face à des choses, je pense, que tu n'as jamais vues. Comment tu le vis déjà humainement? Alors en fait, tout commence, on va dire véritablement, même si tout n'a pas commencé le 7 octobre, en tout cas moi, ma carrière journalistique, mon travail journalistique sur ce terrain-là commence le 7 octobre. Ça va être vraiment quelque chose qui va m'obliger à faire un travail journalistique, puisque le 7 octobre, je me trouve en fait à Tel Aviv. Alors même si tout n'a pas commencé, évidemment tout n'a pas commencé le 7 octobre, mais il se trouve que voilà, moi, à mon niveau, mon travail journalistique a commencé le 7 octobre 2023, parce que moi je me trouvais à Tel Aviv à ce moment-là. J'avais pris la veille, bizarrement, un billet retour pour rentrer en France. Donc j'étais arrivée en septembre et voilà, on était quand même début octobre. Je me suis dit, voilà, c'était le moment de rentrer. Et en fait, le samedi 7 octobre 2023, je me réveille avec au son des sirènes, des alarmes, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais je fais un peu une sorte de déni. Je me dis qu'effectivement, je suis sur une zone très sensible, très sujette au conflit. Et donc, je ne fais pas trop attention, mais j'entends qu'il y a du mouvement en fait, dans les couloirs de la chambre d'hôtel où je me trouve. Et donc j'ouvre la porte et je demande ce qui se passe. Et là, on me dit qu'il y a effectivement le Hamas qui envoie des missiles, etc. Et qu'il se passe des choses assez graves. Donc j'allume mon téléphone et là, effectivement, je découvre dans la presse ce qui se passe. Et évidemment, des messages de mes proches et de ma mère qui sont très, très, très inquiets. Donc moi, tout de suite, j'envoie un message à TV5 Monde. Et je leur dis que je suis sur place, voilà. Si jamais ils ont besoin d'informations, je suis sur le terrain. Mais la personne, donc le rédacteur en chef en question, ne me répond pas tout de suite. Donc moi, je prends un taxi, direction l'aéroport. Je commence à faire mes bagages et à m'en aller. Et en fait, au moment où je suis prête à embarquer dans l'avion, donc j'ai passé quand même les portiques, etc., le contrôle, les checks des bagages et l'enregistrement.
eh bien, je reçois un coup de fil justement du rédacteur en chef de TV5 Monde qui me dit ah ben super, tu es sur place, est-ce que tu peux nous faire un duplex pour nous expliquer ce qui se passe, quelle est l'ambiance sur le terrain, quel est le ressenti de la population, voilà. Et puis en fait, j'ose tellement pas dire que je vais prendre l'avion là dans quelques minutes. En fait, je crois que c'est mon métier qui m'a appelée là. Vraiment, j'ai enfilé cette veste de journaliste et il fallait juste, il fallait faire le job, quoi. Donc j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je vais faire le duplex. Et en fait, j'étais pas du tout préparée, j'étais pas du tout prête. J'étais à l'aéroport, c'était un peu la panique à bord. Il y avait beaucoup de vols qui étaient annulés. Il y avait beaucoup de touristes, il y avait des gens qui étaient en panique. Donc c'était compliqué, puis il y avait encore des sirènes, des sirènes d'alerte. On entendait aussi des espèces d'explosions. Donc, faut savoir qu'Israël est doté du dôme de fer. C'est ce qui lui permet de protéger de protéger son ciel d'une certaine manière. Donc, tous les missiles beaucoup de missiles sont interceptés. Mais c'était panique à bord. Et moi, j'ai fait mon duplex un petit peu dans tout cet imbroglio, je dirais, et dans tout ce brouillard. Et je n'ai pas pris l'avion ce jour-là. Mais justement, tu n'as pas eu peur pour ta vie? Si, bien sûr, parce que j'étais pas préparée. Je sortais d'école. Évidemment, je savais qu'en allant vers ce type de région, j'allais pas être confrontée, je veux dire, à des choses très faciles. Mais sur le coup, j'étais pas du tout préparée à tout ça. Il y avait vraiment très très forte ambiance anxiogène. Les gens étaient vraiment paniqués et aussi bien les Israéliens que les Palestiniens de 48. Et en fait, c'était compliqué à gérer parce qu'il a fallu gérer déjà son propre stress, gérer aussi l'angoisse de la famille et surtout de la maman parce que ma mère était vraiment... elle était au bout du rouleau, quoi. De se dire que quand je lui ai appris que je ne prenais pas l'avion, elle a été complètement dépassée. Elle a eu beaucoup de mal en fait avec ce choix-là, ce que je peux comprendre, avec le choix d'avoir voulu rester pour informer et pour aussi découvrir en fait ce que c'est que le reportage de guerre en quelque sorte. Voilà, c'était quelque chose, je pense, d'historique. Il fallait y être. Et donc, et encore, hein, après, je pense qu'on va en parler, mais c'était aussi, je sais pas comment le dire, mais par la suite, je vais aussi découvrir des choses très très compliquées. Je sais pas comment le tourner. Attendez, je suis en train de réfléchir. C'est toujours délicat, hein, ces trucs-là. Mais ouais, ça a été très compliqué pour ma mère. Vraiment, ça a été compliqué pour ma mère. J'imagine. Du coup, là, c'est ta vocation de journaliste qui a pris le dessus? Oui, c'est la vocation. C'est plus, on va dire, oui, ton besoin, enfin, ce qui t'a même amené à aller là-bas, parce que tu es allé là-bas avant même le 7 octobre. Donc, ce qui t'a amené à aller là-bas, t'a mené à rester là-bas pendant cette actualité. Donc, tu étais dans le cœur de l'actualité. Et donc, ok, tu as mis ton stress, on va dire, de côté. Tu as mis en avant plus, on va dire, ce qui se passait sur le terrain. Et comment, justement, tu as pu faire la part des choses entre ce que tu ressens, toi, humainement, et ton travail? Faire la part des... Ça a été compliqué. Franchement, après le 7 octobre, ça a été très compliqué de... J'étais pas préparée à tout ça. Encore une fois, j'étais dans l'instantané, quoi. Et j'ai essayé d'apprendre sur le terrain avec ce qui s'offrait à moi. Et j'ai été recueillie par une famille palestinienne de Jérusalem-Est. Donc j'étais en pleine immersion de comment aussi cette famille vivait le 7 et puis l'après-7 et comment est-ce elle vivait ces premières images qui nous parvenaient du génocide à Gaza, parce que c'est là où on a commencé à découvrir des images d'horreur à la télé, en direct. Ça a été très compliqué. Des journalistes palestiniens de Gaza qui très rapidement, très vite, ont commencé à être éliminés un à un par l'armée israélienne. Donc, j'ai voulu continuer à travailler, c'est-à-dire j'ai essayé de contacter d'autres médias en disant je suis sur place, j'ai envie de vous proposer des sujets, mais en fait j'ai été dépassée totalement et puis la famille était très inquiète pour moi, elle voulait pas trop que je sorte toute seule le soir ou même la journée, donc
C'était compliqué à gérer, vraiment une période très compliquée, mais je suis restée pour continuer à observer. Puis après, de toute façon, tout de suite, il y avait plus d'avion pour rentrer. Donc, mais ce qui a été plus difficile, vraiment, c'est de voir la détresse de certaines personnes qu'on rencontre sur le terrain, et surtout la détresse de la maman, quoi, des proches. Ça, c'est vraiment, ma mère, ça a été un crève-cœur de la laisser... pas de l'avoir laissée dans cette situation, mais en quelque sorte, je me suis sentie coupable. Le stress qu'elle ressentait, en fait. Oui, je me suis sentie coupable de lui infliger ce métier, ouais. Ok. Tu te sens encore coupable? Des fois. Ok. Ouais. Ok. Justement, tu as évoqué les journalistes, donc tes confrères, Ouais. que tu as rencontrés sur place et qui, je pense, t'ont servi un peu de mentor et t'ont guidé, etc. Ouais. Je vais citer quelqu'un et je ne sais pas si je vais écorcher son nom. Aouda Atalem. Oui, Aouda Adaline, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Alors, il faut savoir que après le 7 octobre, donc je suis restée à Jérusalem-Est à peu près jusqu'à novembre. Et novembre, donc je suis rentrée et là, le retour a été très très difficile à gérer, très compliqué parce que voilà, c'était vraiment beaucoup de traumas en fait accumulés. Mais je me suis préparée en fait à revenir sur le terrain et cette fois vraiment à travailler en Cisjordanie occupée de manière prolongée parce que j'estimais que j'avais assez d'une certaine manière découvert la société israélienne, Jérusalem-Est, les Palestiniens de 48, etc. Donc là, il fallait vraiment se préparer aussi à découvrir des horreurs côté palestinien. Et donc, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation avec l'armée française pendant plusieurs jours. On nous a formés au terrain de guerre. Ça m'a beaucoup aidée. Et je suis retournée donc en Cisjordanie. Je suis retournée cette fois vraiment pour 3 mois en Cisjordanie occupée à partir de mai 2024. Donc j'ai travaillé à Jénine. J'ai travaillé, là j'ai commencé à travailler sur des terrains des terrains très chauds. C'est-à-dire que là on voit du sang, des flaques de sang devant les maisons, devant les enfants, des enfants qui perdent leurs parents, des attaques de l'armée israélienne. Donc très 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 difficile à gérer quand on est à ses débuts de reporter, quoi, de reporter de guerre. Et Aouda Adaline, je l'ai rencontré en novembre 2024, à la suite de mon second, on va dire mon second voyage journalistique à ce moment-là, véritablement. Et Aouda Adaline, donc, c'était un Palestinien pacifiste qui résistait, qui luttait contre la colonisation israélienne, la colonisation des colons armés et la colonisation de l'armée israélienne armée aussi. Et lui et sa famille n'ont jamais été armés. Et donc il a été tué par balle en juillet 2025, donc cet été quand j'y étais. Et quelques semaines avant, j'étais retournée le voir, j'avais continué à documenter ce qu'il vivait, ce que lui et son village subissent encore. Et le jour de sa mort, donc c'était le 28 juillet 2025, il m'avait écrit, il m'avait dit que la situation était encore critique. Il m'avait lancé des appels à l'aide. Et quelques heures après, j'ai reçu un coup de fil me disant qu'il venait d'être tué. Déjà, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Et justement, donc on va dire à travers tout ça, tu as rencontré beaucoup de personnes, certains qui ont disparu, d'autres qui sont encore là-bas, en train de se battre. Et donc notamment, tu as pu voir les camps de réfugiés. Ouais. Tu as pu voir, on va dire, tu sais, on parle beaucoup du conflit. Donc quand on parle de conflit, on imagine 2 camps qui se battent. Mais il y a aussi ceux qu'on oublie, ceux qui sont innocents. Donc par exemple les familles, les enfants. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là, ce que tu as pu voir? Ce que j'ai pu voir, c'est que c'est pas un conflit. Un conflit, c'est quand ça oppose 2 États à armes égales. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, on est sur une occupation meurtrière, on est sur une occupation génocidaire, on est sur une occupation illégale au regard du droit international, on est sur toutes ces choses-là, des crimes qui sont documentés depuis des années par des ONG, par des journalistes,
par les journalistes palestiniens eux-mêmes, par les Palestiniens eux-mêmes et par des journalistes aussi étrangers. Donc non, j'ai pu constater que ce n'était pas un conflit, que très clairement Israël est supérieur en fait en termes de pouvoir militaire. Les Palestiniens de Cisjordanie occupée sont vraiment dépourvus de protection, de vie humaine digne de ce nom. C'est vraiment une zone où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. C'est vraiment une zone sans loi. Israël fait vraiment très clairement tout ce qu'il a envie de faire sur ces territoires palestiniens. La colonisation, l'occupation, les destructions de maisons, les tueries. Et donc les camps de réfugiés, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur le camp de réfugiés de Jénine. Donc je l'ai connu quand il existait, je l'ai connu au moment où l'armée israélienne a expulsé les habitants du camp de Jénine, et je l'ai connu quand le camp de Jénine a été définitivement fermé par l'armée israélienne. Donc les camps de réfugiés, très clairement, c'est des camps de fortune, avec notamment celui de Jénine, avec de la boue partout, des canalisations d'eau qui sont obsolètes, qui ne marchent pas. Des fois, il n'y a pas d'électricité, un taux de chômage très élevé. Il faut rappeler aussi que le camp de réfugiés abrite des réfugiés, donc des réfugiés dont les ancêtres habitaient avant à Yafo, donc Tel Aviv aujourd'hui, à Haïfa, habitaient dans des villes qui sont aujourd'hui israéliennes. Et donc ces gens-là, en fait, ils attendent, même les enfants, quand je discute avec eux, ils me disaient, mais on attend de rentrer chez nous. Pour nous, le camp de réfugiés, on l'aime parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos ancêtres, mais ce n'est pas notre futur. Notre futur, il est de l'autre côté, il faut qu'on puisse rentrer chez nous. Donc c'est des gens qui sont en attente de vivre, qui sont en attente de vie et de liberté. Et les camps de réfugiés sont régulièrement attaqués par l'armée israélienne parce que, évidemment, dans ces camps de réfugiés se forment aussi des groupes de combattants armés qui n'ont plus, parce que j'ai fait des reportages à ce sujet, qui m'expliquaient qu'ils n'ont plus d'autre choix que de lutter par les armes, de résister par les armes, parce qu'il n'y a aucun futur et que le droit à une vie digne leur est retiré sans aucune justification et pour eux c'est très très compliqué à vivre et c'est pour ça qu'il y a souvent des attaques de l'armée israélienne et dans ces attaques qui sont menées lors de ces raids, eh bien souvent j'ai pu constater que c'était des enfants qui étaient tués, des pères innocents, des enfants innocents, parfois des femmes aussi, des ambulanciers qui sont visés, des journalistes qui sont visés aussi. On se rappelle tous, je pense, de cette image qui nous a traumatisés de la journaliste Shirin Abu Akleh qui justement couvrait une incursion de l'armée israélienne à Jénine, qui était dans le camp de Jénine et qui a reçu une balle dans la tête par le soldat, le sniper Alan Scalgio. Et ça, c'était en 2021. C'était en 2022. Vous prendrez la bonne partie, parce que j'ai plus... C'était en 2021 ou 2022 ? Ouais, 2021. Et donc, ces camps de réfugiés, en fait, très clairement, quand on est sur ce terrain-là et qu'on travaille sur ce terrain-là, on se rend compte à quel point ces Palestiniens vivent dans une injustice totalement occultée par les gouvernants, par les États du monde entier. Et j'ai pu constater véritablement leur détresse et leur souffrance. Justement, je vais rebondir sur la distinction, tu sais, entre l'armée d'Israël, l'État israélien et le peuple. Donc un peu, tu sais, partir sur la coexistence que tu as pu voir là-bas, et notamment, ce qu'on oublie souvent, les citoyens israéliens qui sont contre justement tout ça. Oui. Alors il y a des citoyens israéliens qui sont contre l'occupation, contre ce que fait l'État d'Israël, ce que fait subir l'État d'Israël aux Palestiniens. Ça reste une minorité encore pour l'instant. Mais dans ce cercle, il y a des personnes que l'on appelle des refusniks, donc c'est des jeunes qui refusent de servir l'armée à 18 ans, parce que le service militaire est obligatoire en Israël. Et donc, ils vont s'opposer à cette obligation, et pour ça, ils vont aller en prison.
plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et les refuges uniques, très souvent, sont aussi des protecteurs, entre guillemets. Ce sont aussi des protecteurs, entre guillemets. Ils vont dans des villages palestiniens. Par exemple, le village d'Oum al-Khir, là où a été tué Aouda Hadalin, il y a pratiquement tout le temps des personnes qui font de la présence protectrice et beaucoup d'Israéliens qui viennent dans ces villages pour protéger les Palestiniens et pour tenter, de ce qu'ils me disent, de faire reculer le nettoyage ethnique. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a plus personne en fait pour protéger ces Palestiniens. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'on a vu aussi dans le film oscarisé No Other Land, qui a été réalisé par justement Bassel Adra, le Palestinien qui vit à Touani et qui a réalisé ce film aux côtés de Yuval Avraham, qui lui est israélien. Et donc effectivement, il y a une petite minorité en Israël qui refuse tout ça, qui se rendent compte qu'ils sont nés en fait par hasard aussi là-bas et que c'est pas de leur faute. Et aujourd'hui, ils se posent la question de voilà, nous on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aider, qu'est-ce qu'on fait pour prendre nos responsabilités aussi. Et malheureusement, il y a aussi évidemment en Israël des personnes qui ont des propos génocidaires et qui sont des génocidaires, bien évidemment. Mais il y a aussi des personnes qui sont contre tout ça. Bien sûr. Et donc le côté, on va dire, humanitaire, tu sais, humanité, que tu as pu ressentir sur place, parce que outre le côté journalistique, donc rapporter des faits, rapporter ce qui se passe, comment tu as ressenti l'ambiance? Tu me parlais d'une ambiance anxiogène tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une ambiance aussi de solidarité? Parce que je pense que dans la misère, il y a beaucoup de solidarité. Comment ça se passe? Oui, il y a beaucoup de solidarité en Palestine et en Israël, hein, de toute façon. Alors, je rappelle, la Palestine, aujourd'hui, c'est Gaza et la Cisjordanie occupée. Parce que les gens pensent que la Palestine, c'est que Gaza. Mais au regard du droit international, c'est Gaza et la Cisjordanie occupée. Donc, il y a beaucoup de solidarité. Je veux dire, pendant le 7 octobre, après le 7 octobre, les Israéliens étaient très, très solidaires et ont continué de l'être et le continuent de l'être aujourd'hui entre eux. Mais beaucoup ne le sont pas envers les Palestiniens. Et côté palestinien, évidemment, il y a énormément de solidarité. Il faut savoir qu'en Cisjordanie occupée, déjà depuis le 7 octobre 2023, Israël et les colons, donc l'armée israélienne et les colons ont tué plus de 1000 Palestiniens, plus de 200 enfants, des femmes. Donc en fait, non, la Cisjordanie occupée, c'est un mini Gaza. Il y a tout le temps, et puis là, ça s'exacerbe. Hein, depuis le 7 octobre, les violences elles s'exacerbent et les Palestiniens sont très solidaires entre eux. Tout le monde a un shahid autour d'eux. Un shahid, c'est un martyr, et très souvent, quand on va sur place, on voit les Palestiniens, ils ont toujours une chaîne au cou avec un portrait d'un des membres de leur famille qu'ils ont perdu. Ou alors, c'est un petit porte-clés au niveau... sur la voiture, là, sur le... Comment on dit? Sur le rétro. Ouais, voilà. Ou alors, c'est un petit porte-clés sur le rétro de la voiture, un porte-clés, pareil, sur porte-clés. Donc, ouais, il y a beaucoup de solidarité. Ils savent, en fait, ça fait des années que c'est comme ça, de toute façon. Mais c'est très, très difficile pour eux. Ils le disent de toute façon, oui, on est résilient, oui, on lutte. Oui, on survit, mais on est fatigué, on voudrait vivre. Nous aussi, on aime la vie, nous aussi, on aime la vie, on voudrait vivre. Tu sais, on dit souvent, quand on veut connaître l'état d'un pays, on regarde comment on s'occupe des seniors et comment va la jeunesse. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça pour la Palestine et Israël, du coup? Comment ça se passe pour les anciens? Du côté palestinien, je pense qu'il y en a encore sûrement. Et surtout pour la jeunesse. Comment ça se passe? Ouais, comment c'est pour eux à ce niveau-là? Parce que... Tu vois, encore, on va dire, les intermédiaires, ils peuvent résister, ils peuvent lutter ou autre, mais la place des anciens, des seniors, et la place des tout-petits. C'est pareil. Tout le monde est au même niveau là-bas. En Palestine, les gens sont au même niveau, peu importe l'âge. C'est la même chose. Souleymane Adalin, qui était un senior, justement, qui est du village d'Oum el-Khir et qui fait partie de la famille d'Aouda Hadalin, a été assassiné, lui aussi, par une pelleteuse de la police israélienne. Un bulldozer. Ouais, il résistait tout le temps avec son drapeau palestinien, tout le temps devant les colons, tout le temps. Il se mettait vraiment face aux colons, face à l'armée israélienne. Il avait essayé de faire barrage quand il y avait ce bulldozer de la police israélienne et il a été écrasé.
Il n'y a pas d'âge là-bas, tout le monde résiste, mais vraiment. Donc même un enfant de 5 ans, au final, il n'a plus d'enfance. Oui, complètement, mais ils ont même... Enfin, je veux dire, il y a la petite Laïla Khateb qui a reçu une balle dans la tête à l'âge de 2 ans, en 2025, début 2025. Donc tout le monde est sujet à la mort et tout le monde est sujet à la lutte pacifiste et certains à la lutte armée. Et à travers ces horreurs, est-ce que tu as pu vivre de bons moments, de moments qui te redonnent foi en l'humanité? Oui, j'ai pu, ouais, complètement. Puisque déjà la solidarité, de voir quand même les refusniks israéliens, ces personnes qui font de la présence protectrice dans les villages palestiniens, ça redonne foi en l'humanité. Ça prouve qu'il peut y avoir des solutions, qu'il peut y avoir une justice. Mais la justice, elle dépend déjà de nous, les peuples. Déjà savoir comment je pourrais dire ça. Ouais, c'est clair que ça m'a redonné un peu de baume au cœur en voyant ça. Après, encore une fois, moi, je suis journaliste, donc j'essaie de rapporter des faits. Évidemment, après, je suis un être humain, donc j'ai des émotions et je ressens des choses aussi. Mais c'est compliqué quand... et puis des fois, je suis un peu pessimiste quand je vois aussi que le génocide continue à Gaza, qu'on continue de bombarder, alors qu'il y a eu un cessez-le-feu quand même, qui a été mis en place, et qu'on voit que c'est encore des enfants, des familles qui se font massacrer. C'est compliqué. Je pense on arrive à un pic, là on est sur un pic d'horreur au niveau mondial. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Les bonnes personnes sont humiliées, jetées au pilori, incendiées je veux dire, que ce soit sur les réseaux sociaux par des cercles de la fachosphère, etc. Et les mauvaises personnes sont sur un piédestal, on leur donne la parole, ils font le tour des plateaux télé et puis ils peuvent débiter des niaiseries sans limite, sans qu'il y ait parfois aucune contradiction de la part de journalistes, par exemple. Donc vraiment, j'ai du mal à m'y faire aujourd'hui. De voir le monde dans l'état dans lequel il est, c'est très compliqué aujourd'hui, surtout quand on nous a appris déjà au collège et au lycée des horreurs commises par nos prédécesseurs sur Terre. Donc il n'y a pas si longtemps qu'on mettait finalement dans des chambres à gaz ou dans des fours crématoires des êtres humains pour ce qu'ils sont. Donc voilà, moi j'ai grandi avec ça, avec déjà cette révolte. J'ai grandi avec voilà, j'ai toujours été très révoltée moi quand je voyais déjà ce que les gens avaient fait du monde avant moi. Donc moi je pensais sincèrement que j'évoluais vers quelque chose de positif, que le monde avait compris. Mais quand je vois qu'aujourd'hui à 30 ans en fait on est sur des situations similaires à ce qu'on a pu étudier à l'école de la République, je suis vraiment indignée. J'imagine, et c'est sûrement pour ça que tu as décidé de faire ce job. Oui, complètement. Okay. Bah oui. Et tu penses que justement, est-ce que tu as le sentiment que ton travail change les choses? Je ne sais pas si ça change les choses. En tout cas, peut-être que j'apporte d'une certaine manière ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que j'essaie de faire ce que je peux, moi, de mon côté. J'espère que ça va... évidemment, j'ai toujours du mal avec les journalistes qui disent « Moi, je suis juste journaliste, je pose ça là, et puis après, c'est c'est aux gouvernants, c'est au public de s'emparer de ces sujets, de faire avancer les choses. » Moi, je pense que j'ai pas honte de dire aujourd'hui que oui, j'aimerais bien faire changer les choses. Oui. Et je suis journaliste pour ça, en fait. Je veux faire changer les choses. Et tu as toujours espoir de changer les choses? J'ai espoir, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'une certaine manière, mais je sais peut-être que je place un peu la barre haut, mais oui, j'ai envie de dire que oui, je fais ce métier pour faire avancer les choses, pour qu'on puisse faire évoluer, et puis, enfin, pour qu'on puisse... Ouais, je fais ce métier complètement pour qu'on puisse faire changer le monde, clairement. J'ai pas honte de le dire, hein. Tant pis si d'autres pensent pas la même chose, c'est dommage. C'est dommage de se dire qu'on fait ce métier et de dire que de toute façon, bon, on fera rien changer. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire changer les choses ? Je suis vraiment à rebours
de tout ce système capitaliste, ce système médiatique parfois, avec ces élites blanches bourgeoises, ces colons à chaque fois qui nous dictent comment est-ce qu'on doit penser, comment est-ce qu'on doit imaginer notre futur. Moi, j'ai envie de dire, on est là pour faire changer les choses, ouais. Et on est d'accord que le vivre ensemble, c'est toujours possible. Oui, le vivre ensemble, il est possible. Tant que les peuples restent soudés, il faut rester soudés. C'est pour ça que je le dis très souvent sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas embarquer par justement cette haine qui gangrène le cœur des gouvernants et des États. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Il faut que les peuples puissent rester soudés, peu importe les origines, la religion, l'orientation sexuelle. Peu importe en fait toutes ces choses, on reste des êtres humains et il faut toujours se souvenir de ça. Et il faut se souvenir aussi que le nationalisme tue. Donc on est tous des êtres humains, on vient tous un petit peu de partout. Voilà, moi j'avais fait un test ADN et vraiment j'ai plein d'origines. Finalement, je me suis découverte plein d'origines diverses et variées. Donc l'être humain doit pouvoir être libre partout sur cette planète. Il doit pouvoir vivre dignement, peu importe où il se trouve. Il doit pouvoir être en sécurité. Il doit pouvoir manger convenablement, boire convenablement, avoir un toit et vivre de la meilleure façon possible. Et il faut continuer à le dire et il faut continuer à résister collectivement face à cette haine qui est propagée par les gouvernants aujourd'hui et qui essaie de diviser pour mieux régner. Au-delà de Khadija, la journaliste, il y a aussi l'être humain qui a été traumatisé. Et tu sais, faire la part des choses entre... tu vois, tu as été traumatisé, tu as été face à certaines choses qui ont eu un impact sur toi, qui t'ont forcément changé. Et est-ce que tu as perdu de la sensibilité ou est-ce que ça t'a modifié ta perception des choses? Non, non, les traumatismes n'ont jamais impacté ma sensibilité ou autre. Je pense qu'on vit comme ça, l'être humain, il est né comme ça, il est fait comme ça et on est fait de traumas, de sensibilité, d'émotions, c'est comme ça. Il faut savoir les accepter et je pense que c'est aussi parce que j'ai un suivi psychologique aujourd'hui que ça va un peu mieux. Mais évidemment, à chaque fois que je sors par exemple de ces terrains, Cisjordanie occupée, donc Palestine, Israël, c'est très très compliqué les sorties de terrain quand on voit... quand j'ai vu toutes ces horreurs, quoi, et ces gens qui sont en souffrance maximale 24 heures sur 24 et en détresse, et que personne ne fait rien, je veux dire, les personnes qui ont du pouvoir dans ce monde, que ces personnes ne fassent rien, c'est très très compliqué. Donc évidemment, les retours en France ont toujours été... voilà, mais j'essaie de faire attention, de prendre soin de ma santé mentale pour pouvoir continuer à faire ce métier. Sinon, on ne peut pas le faire. Et ça, je commence à le comprendre un petit peu. Donc, j'essaie de moins culpabiliser, parce que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser, parce que je me dis que voilà, j'ai une vie qui est quand même beaucoup plus agréable, en quelque sorte. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi en France, je suis née en France, j'ai fait des études. Voilà. Ça a été plus compliqué parce que je suis une personne racisée. Évidemment, pour toutes les personnes racisées, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer de grandes écoles de journalisme, d'intégrer des sphères élitistes. Encore aujourd'hui, on me met des bâtons dans les roues. Mais comparé en fait à ce que vivent les Palestiniens, évidemment que voilà, je vis pas constamment avec des colons qui viennent attaquer ma maison ou une armée armée jusqu'aux dents qui vient devant chez moi ou qui essaie de me tuer ou de tuer des membres de ma famille. Donc non, les traumas, il faut les accepter, il faut vivre avec, il faut se soigner. Donc voilà, ça fait partie de mon métier. Totalement. Et donc pour porter la voix des autres, tu as dû te confier quand même à quelqu'un. Donc c'est ce que tu racontes, c'est que tu suis une thérapie, c'est ça? Oui. Et ça se passe bien? Oui, super. Ça te fait du bien? Ouais, ça me fait du bien, ouais, elle est super. Ok, c'est l'essentiel. Et justement, donc je vais rebondir sur une dernière question. Que dirais-tu aux gens qui aujourd'hui voudraient devenir journalistes? Allez-y, foncez. C'est tout ce que j'ai à dire. Si c'est vraiment une vocation, si vous avez envie de raconter des choses, si vous avez envie de dénoncer des choses, faut y aller. Il faut vraiment essayer, quoi. Et il ne faut pas trop se poser de questions. Si c'est vraiment quelque chose qui vous anime, jusque dans les fibres de votre chair, il faut faire ce métier parce que c'est important. Et en tout cas, si ces personnes veulent se diriger vers le métier de journaliste,
il faut pouvoir le faire aussi correctement, avec une certaine éthique journalistique et une certaine humanité. Et qu'est-ce que tu espères pour la jeunesse palestinienne? Que tous les crimes cessent, évidemment. Ce qu'on peut espérer pour la jeunesse palestinienne et pour toutes les jeunesses du monde entier, c'est que cette jeunesse puisse vivre dignement, avec le respect qu'elle mérite, avec dignité, avec humanité, voilà. Quelque chose de normal, finalement. Parce que l'être humain, il n'est pas fait pour absorber autant d'images de sang, de crimes, ça dépasse en fait. Je pense qu'il faut réinventer un vocabulaire aujourd'hui pour raconter ce qui se passe en Palestine et dans le monde aussi de manière générale, parce qu'il y a d'autres pays d'autres peuples qui sont en proie à des génocides, comme les Ouïghours, les Soudanais, par exemple. Donc il faudrait vraiment requalifier, je pense, il faut recréer du vocabulaire pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, en 2026. Le concept de l'émission, c'est que la parole d'un peut aider l'autre. Et grâce à ton histoire, ton parcours, on a mis en place une musique qu'on va découvrir ensemble. Il marche sous un ciel écorché. Le vent porte les cris oubliés. Mais leurs cœurs battent comme des tambours. Un pas encore contre l'amour sourd. Chaque pierre a son histoire. Chaque souffle est une victoire. Au bout des ombres il y a la lumière. Si la route est une rivière de larmes, de feu, de poussière, l'espoir dans s'il est toujours sincère. Au bout des ombres il y a la lumière. Si la route est une rivière de larmes, de feu, de poussière, l'espoir dans s'il est toujours sincère. Les nuits tombent mais il se relève. Des voix brisées forgent des rêves. Un sourire contre le désespoir. Des mains tendues pour bâtir l'espoir. Le courage, c'est une flamme fragile. Mais dans leurs yeux, elle devient agile. Chaque jour, un combat silencieux pour un demain plus radieux.